Donc, bonjour, nous allons voir la physiopathologie. Donc, il est très important de connaître la physiopathologie afin de bien comprendre la clinique qui va suivre. Donc, une fois que les globules rouges vont être détruits, et généralement ça se produit au même moment, donc nous allons avoir une anémie, un ictère, de la fièvre périodique caractéristique des accès. Rappelez-vous les accès intermittents, donc chaque 48 heures ou chaque 72 heures selon l'espèce plasmodiale. Donc, l'accumulation de l'hémoglobine au niveau du rein va entraîner son élimination au niveau des urines et ça va être responsable d'une hémoglobinurie. Il faut savoir également qu'une partie de l'hémoglobine sera transformée partiellement en bilirubine au niveau du foie. Concernant les plaquettes par des mécanismes encore mal définis, elles seront séquestrées et ça sera responsable d'une thrombopénie. Concernant l'accès grave, donc le neuropaludisme et l'anémie sont les complications majeures du paludisme à falciparum. Il faut savoir que plusieurs théories sont actuellement retenues, notamment donc, la séquestration de globules rouges qui sont parasités par des formes matures de plasmodium, qui sont les trophozoïtes âgés et les schizontes. Et ceux-ci vont adhérer au niveau des cellules endothéliales des microvaisseaux qui se trouvent au niveau des organes profonds tels que le cerveau ainsi que les poumons ou les reins ou d'autres organes profonds. Donc, ceci est la physiopathie de l'accès grave. Concernant la clinique, nous allons voir dans un premier lieu l'accès simple de primo-invasion, les accès intermittents, on va parler un petit peu du neuropaludisme et on va voir quelques formes cliniques. Donc, concernant la primo-invasion, elle est caractérisée par deux phases. La première phase, elle est muette, c'est la phase d'incubation. La seconde phase, c'est une phase d'invasion caractérisée par un embarras gastrique, donc c'est des troubles digestifs, de la fièvre ainsi que des céphalées. Deuxièmement, nous allons voir les accès intermittents caractérisés par trois stades. Le premier stade, c'est le stade de frisson. Donc, vous avez un sujet qui va frissonner, puis il y aura un stade de chaleur, il va avoir chaud. Ensuite, il va vraiment beaucoup transpirer. Suite à ces trois stades, une sensation de bien-être va être observée chez le patient. Ensuite, nous aurons des accès de type tierce ou bien nous allons parler des accès de type tierce ou les accès de type quarte. Donc, pour les accès de type tierce, ça concerne le falciparum, l'ovalet et le vivax. Pour les accès de type quarte, ça concerne le plasmodium malarié. Donc, regardez ici, c'était la sensation de frisson, puis chaleur, et ensuite la sensation de sueur. Ça, c'est la triade. Dans ce tableau, ça résume un petit peu les différents types d'accès. Rappelez-vous, la dernière fois au tableau, nous avons vu tout ça. Donc là, je ne vous apprends rien du tout. Donc, je ne vous apprends rien. Sauf, par contre, concernant la fièvre quotidienne, donc on avait dit que c'était tous les 24 heures. C'était pour le nolésie qui est assez rare, ou bien dans deux clones, deux falciparum qui sont décalés de 24 heures. D'accord ? Donc, pour l'accès pernicieux, donc c'est le neuropaludisme. C'est une urgence médicale majeure. Elle est caractérisée par un début brutal suivi d'un coma fébrile. Il faut savoir que les anglo-saxons regroupent sous le terme de neuropaludisme cerebral malaria l'ensemble des manifestations neurologiques conséquentes à l'atteinte cérébrale au cours de l'accès palus falciparum, donc caractérisée par des troubles de la conscience, une prostration et des convulsions. Le paludisme à falciparum du sujet non humain, donc jeune enfant en zone d'endémie, la femme enceinte, l'expatrié ou le voyageur, est potentiellement mortel. C'est une urgence médicale majeure. Non traité, il est mortel en quelques jours. Avec traitement, la mortalité reste quand même assez lourde, elle est de 10 à 30%. Et quand il est bien traité, il peut y avoir des séquelles, généralement c'est sans séquelles, mais chez l'enfant, on peut avoir entre 5 et 10% de séquelles définitives. Le pronostic global repose essentiellement donc sur la rapidité de diagnostic. Plus tôt on diagnostique, plus tôt on met sous traitement et mieux on a des chances de sauver la vie de notre patient. Bon, l'OMS a défini quelques critères par rapport à la gravité de ce paludisme et il y a plusieurs manifestations les plus pertinentes à prendre en compte pour une prise en charge en soins intensifs ou en réa et sont les suivantes. Donc, on a tout ce qui est défaillance neurologique, convulsion, défaillance respiratoire, défaillance cardio-circulatoire, ictère, acidose, hyperparasitémie ou insuffisance rénale qui peut imposer une épuration extra-rénale. Donc, ceux-ci sont les critères de gravité que l'OMS a mis au point par rapport au paludisme.
On va parler un petit peu des autres formes cliniques. Donc, chez l'enfant, il faut savoir que le paludisme, en pratique, les signes de gravité les plus importants sont neurologiques avec des convulsions et des troubles de la conscience. Donc, il faut retenir que toute convulsion fébrile chez un enfant en retour d'une zone d'endémie palustre doit faire évoquer un accès palustre grave. D'accord? Donc, vous retenez cette phrase. Par rapport à la forme qu'on a chez l'adulte, donc classiquement, il ne présente pas de forme très grave en zone d'endémie palustre, sauf la femme enceinte et le sujet semi-humain en zone de faible endémie ou d'endémie saisonnière. Troubles de la conscience, collapsus, détresse respiratoire, insuffisance rénale qui peuvent imposer un traitement en réa. On note également la fréquence des infections nosocomiales et des décès par choc septique dans les cas les plus graves. Pour la femme enceinte, la gravité, elle est pour les deux. Donc, soit pour la femme, soit pour le fœtus. Donc, chez la femme, pourquoi c'est grave? Parce que vous pouvez avoir un risque élevé qui est majoré d'anémie par les accès palustres répétés et aussi un risque d'hypoglycémie induit par le traitement. Sinon, pour le fœtus, il faut savoir qu'on peut avoir des avortements spontanés ou bien accoucher prématurément avec des petits poids de naissance. Donc, chez la femme enceinte, vous avez le double risque, que ce soit pour l'enfant ou pour la maman elle-même. Pour les patients sous chimioprophylaxie, alors là, il y a deux choses qu'il faut retenir. Premièrement, une bonne chimioprophylaxie, elle doit être prise avec la bonne molécule à la bonne posologie. Ça, c'est la première information que vous devez retenir. C'est que la chimioprophylaxie qui est bien prise, c'est une chimioprophylaxie qui est faite avec la bonne molécule et avec la bonne posologie. Ça, c'est la première information. Et avant de parler de la bonne molécule, il faut savoir que l'OMS a classé le monde dans plusieurs groupes selon le risque d'endémicité et de résistance aux antipaludéens. Donc, si vous êtes par exemple au Mali, vous n'allez pas prendre la même molécule dans un autre pays où le taux de résistance il est moins important que cette zone, par exemple. Ça, c'est la première information. Donc, une chimioprophylaxie adaptée est une chimioprophylaxie effectuée avec la bonne molécule et la bonne posologie et avec le respect des prises médicamenteuses. La deuxième information que vous devez prendre par rapport à la chimioprophylaxie, c'est que même si elle est correctement prise, ça n'exclut en aucun cas le diagnostic de paludisme, c'est-à-dire que même un patient qui a pris la bonne molécule à la bonne posologie pendant la bonne période, ça n'exclut en rien le fait qu'il puisse faire un paludisme, tout simplement parce que on peut avoir des cas de résistance qui peuvent apparaître par-ci et par-là. Et donc, dans ce cas, le problème majeur, c'est quoi? C'est que la clinique va être faussée. Vous pouvez ne pas avoir de fièvre ou juste une petite fièvre. Et le diagnostic aussi, il peut être difficile. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire votre diagnostic biologique, vous allez observer des formes parasitaires qui ne sont pas vraiment concluantes. Elles seront un petit peu altérées. Donc, c'est ça ce que je vous demanderai de retenir par rapport à la chimioprophylaxie. Pour le paludisme transfusionnel ou post-transplantation, donc il faut savoir qu'il peut apparaître 2 à 3 semaines après transfusion et que les hématozoaires peuvent résister à une température de 4 degrés pendant 3 semaines. Donc, ça veut dire que lorsque nous allons transfuser des produits sanguins labiles qui comportent des globules rouges avec des parasites à l'intérieur. Donc là, à ce moment-là, vous allez pouvoir transmettre le paludisme si le sujet donneur, si le donneur de sang avait le paludisme au moment où il a donné son sang. Maintenant, une information que vous devez connaître, c'est que lorsqu'on reçoit des donneurs de sang, par exemple du sang total, celui-ci sera fractionné en plusieurs produits sanguins labiles qui sont les concentrés, les culoglobulaires, les concentrés plaquettaires standards et le plasma frais congelé. Donc, concernant le plasma frais congelé, le problème ne se pose pas. Il n'est pas censé comporter d'hématie, donc c'est juste du plasma, et en plus, il est congelé. Donc, les formes plasmodiales seront détruites. Elles ne vont pas résister. Concernant les concentrés plaquettaires standards, elles sont maintenues sous agitation entre 20 et 22 degrés et elles ne sont pas censées contenir de globules rouges. Maintenant, concernant les concentrés globulaires ou les culoglobulaires, il faut savoir qu'ils sont conservés entre 4 et 8 degrés jusqu'à 42 ou 45 jours, je ne sais plus, l'essentiel une quarantaine de jours. Donc, selon le conservateur qui est utilisé dans les poches. Donc, ça veut dire que le problème principal se posera lors de la transfusion de culoglobulaires, mais qu'il n'y a pas que ça qu'il faut savoir. Il faut savoir aussi autre chose, c'est que toutes les formes parasitaires qui existent chez le donneur, elles vont être retrouvées chez le receveur.
Ça, c'est la première information. Et la deuxième information, c'est que vous ne trouverez pas de sporozoite. Et le sporozoïde, rappelez-vous, on a dit que c'était la forme infestante. Donc, si je ne trouve pas de sporozoïde, donc je n'ai pas d'atteinte hépatique, donc je n'ai pas de cycle exo-érythrocytaire primaire. Donc, règle de base à retenir, en cas de paludisme transfusionnel, il n'y a pas de cycle exo-érythrocytaire primaire. Concernant les cas de paludisme transmis après transplantation d'organes, il faut savoir qu'il y a quelques cas qui ont été décrits. Rappelez-vous des hypnozoïdes, donc c'était les mérozoïdes qui étaient au niveau des cellules hépatiques et qui allaient rester sous forme quiescente. Et puis, en cas de transplantation d'organes, vous allez transplanter des cellules hépatiques qui comportent ces hypnozoïdes et qui peuvent se réactiver chez le receveur. Donc, d'où l'intérêt de faire un dépistage chez les donneurs d'organes, alors entre 4 mois et 3 ans après le retour en zone d'endémie palustre. Donc, en règle générale, il faut retenir que toute fièvre chez un patient de retour d'une zone d'endémie palustre est un paludisme, jusqu'à preuve du contraire.